Bonjour, mon nom est Annie Marquez. Je suis chef de service alimentaire pour le CIUS Centre-Sud pour le CHSLD Ernest Routier. Normalement, on faisait cette formation-là en présence, mais étant donné le contexte, vous allez maintenant écouter la formation seul avec votre ordinateur, mais prenez le temps de poser des questions avec votre chef de service alimentaire. Prenez des notes pendant la formation, puis si vous avez des questions, vous pourrez lui poser à la fin. Vous pouvez aussi nous rejoindre. Je vais vous donner les informations pour nous rejoindre par courriel ou par téléphone si vous avez des questions aussi. N'hésitez pas. Alors, bonne formation. Donc, pendant la présentation, on va voir énormément de choses. S'il y a une section en particulier que vous voulez voir, vous pouvez diriger directement à celle-ci. Vous allez voir les organigrammes, l'organisation là, du service alimentaire, la coordination dans le CIUS, la mission et les mandats là, de la coordination, vos responsabilités en tant qu'employé du service alimentaire, la politique civilité au travail qui a été produite par la direction des ressources humaines de notre CIUS, le rôle de tous les intervenants avec qui on fait affaire dans le service, et non seulement dans le service alimentaire, mais aussi à l'extérieur là, du service alimentaire. Nos activités qu'on fait tous les jours et la dernière section, régime et texture, qui est vraiment de la théorie là, très concrète sur les aliments que vous allez servir aux usagers, comment réduire les risques. Donc, ça, c'est l'organigramme du CIUS. C'est énorme. On voit même ici en haut, on va voir le ministre de la Santé. Donc, si vous regardez dans la section orange encerclée, c'est la direction des services techniques là, sous laquelle on fait partie. Et on a un directeur adjoint qui est Francine Smith. Donc, vous voyez ici, là, avec la petite flèche, c'est les services alimentaires qui sont sous cette direction-là. Les autres directions, donc en bleu, c'est vraiment tous les types de clientèle qu'on a dans le CIUS. Donc, que ce soit la déficience, euh, les programmes jeunesse, les programmes liés avec la personne âgée dans lesquels tous les CHSLD font partie, santé et dépendance et aussi la santé urbaine. Sinon, dans les autres services orange là, qui sont sous notre même directeur général adjoint, on a les ressources informationnelles, l'informatique et aussi l'approvisionnement et la logistique. Donc, chacun a son propre directeur et en dessous de ça, on a des directeurs adjoints. Donc ici, on voit plus l'organigramme là, de la coordination des services alimentaires. Donc, je vous parlais tantôt qu'il y a la directrice générale adjointe des services techniques qui est Francine Smith. Et nous, notre supérieure immédiate, c'est Micheline Chama, qui est la supérieure immédiate des chefs de services alimentaires. En fait, on dit chef d'activité d'alimentation maintenant. Il y a plusieurs techniciennes en administration sous Micheline Chama et des nutritionnistes aussi qui vont travailler plusieurs dossiers administratifs là, pour supporter toute l'équipe de gestionnaires. Donc, on a moi ici à gauche, Annie Marquez. Donc, je suis responsable de CHSLD Ernest Routier, mais aussi du menu harmonisé pour le CIUS. Donc, on fait des rencontres avec différents chefs de service pour organiser toutes les activités du menu. Mais je suis aussi en charge des techniciennes en diététique qui font la programmation des logiciels pour qui vont imprimer après ça les menus et les compilations que vous utilisez dans votre travail. Donc, ça, c'est moi ici à gauche. Après ça, on a tous les chefs de services alimentaires des autres CIUS, donc des autres sites et non CIUS. Donc, on a IUGM avec Charles-Antoine Saint-Germain, Lucie Marin, Jean Lalande et Bruchézy. Mario Lheureux, Armand Lavergne, Émilie Gamelin, CLSC de la Visitation. Steve Perron pour le Manoir de l'Âge d'Or et Pauline Léger. Maryse Fortin qui s'occupe des centres jeunesse en collaboration avec José Giguère et Lauriana Arcaro. José Giguère a aussi le CHSLD Champlain et Lauriana a aussi l'IRGLM. Après ça, on a Joanne Dastou qui s'occupe de l'hôpital de Verdun, Dominique Hudon qui s'occupe du manoir de Verdun et Réal Morel,
Josiane Picard s'occupe des seigneurs et Louis Riel, ainsi que de l'hôpital chinois. Et Marie-Christine Bérubé, Saint-Henri, Yvon Brunet. Ensuite, on a Jean-Marc Riverain qui s'occupe de l'hôpital Notre-Dame avec Annie-Claude Godin, qui est la chef de secteur là, pour gestion de menus et distribution. Euh, on a vraiment les secteurs Jeanne-Mance là, qui sont les CHSLD, plus de Lucie Marin, Mario Lheureux, Steve Perron. Et on a le secteur SOV qui sont les CHSLD de Dominique Hudon, Josiane Picard et Marie-Christine Bérubé. Puis les autres secteurs, c'est IUGM, IRGLM, qui sont situés plus proche de Côte-des-Neiges. Et on a Notre-Dame et Hôpital Verdun aussi. Donc, voilà. La mission de la coordination des services alimentaires, c'est vraiment d'offrir une variété d'aliments qui vont favoriser le maintien ou le rétablissement de la santé, puis l'amélioration du bien-être des usagers hébergés. Donc, à l'hôpital, on s'assure, puis en réadaptation, ça va être vraiment le rétablissement de la santé. Mais en CHSLD, on vise le bien-être et le maintien là, de la situation des usagers hébergés. Donc, on s'adapte aux besoins en fonction de la clientèle. On va respecter aussi tous les régimes qui ont été prescrits, soit par les médecins ou les nutritionnistes. Puis, on va s'assurer d'offrir des repas réconfortants pour que leur quotidien soit agréable. On a aussi le mandat d'assurer une prestation de service de qualité gérée avec efficience et efficacité. Donc, étant donné qu'on est responsable de la production et de la distribution des repas, il faut planifier les menus, élaborer les recettes. On fait des recettes standardisées qu'on doit suivre en cuisine. On doit aussi choisir les bons aliments pour faire ces recettes-là. Donc, on respecte des contrats. On va produire les mets pour les usagers, le personnel et les visiteurs, donc en cafétéria. Et on va entretenir évidemment l'ensemble des installations et des équipements pour assurer le bon fonctionnement. Donc, pour assurer le bon fonctionnement des services alimentaires, vous avez évidemment plusieurs responsabilités. Donc, premièrement, les règles d'hygiène personnelle en cuisine, c'est vraiment ce qui est le plus important pour assurer la sécurité des usagers. Donc, se laver les mains en tout temps, quand on fait autre chose que notre service, avoir une tenue vestimentaire adéquate. Aucun bijou va être toléré, les ongles très courts, propres et sans vernis à ongles. Toujours le filet à cheveux et, si besoin, le filet à barbe et avoir un uniforme propre qui est porté en tout temps. Il est fourni par les services alimentaires. Avoir aussi ses souliers de travail là, antidérapants avec aussi l'embout là, en cap d'acier pour se protéger. On peut pas boire, manger, mâcher de la gomme pendant les heures de travail parce que on veut éviter la contamination avec la salive. Par contre, une bouteille d'eau fermée en temps de canicule là, va être tolérée. Aussi, il faut évidemment recouvrir d'un pansement ou des gants toute blessure là, qui pourrait nuire aussi à l'innocuité des aliments. Donc, il y a une formation qui s'appelle le guide de manipulation des aliments qui est donné par le MAPAC que vous allez probablement suivre sous peu aussi pour avoir une attestation du MAPAC. On l'oublie peut-être, ça devient une extension de soi-même. Son cellulaire, c'est très, très, très important de le laver. Dans le fond, si vous vous lavez les mains, mais que vous touchez à votre cellulaire, vos mains sont aussi sales que votre cellulaire. Et voici une petite image d'un fournisseur de savon qui explique là, qu'il y a 18 fois plus de bactéries sur votre cellulaire que sur une toilette publique qui est nettoyée régulièrement. Il y a 3 fois plus de bactéries qu'une poignée de porte. Puis, pratiquement toute la totalité de la surface de votre cellulaire contient des germes. Donc, il faut, dès que vous utilisez votre cellulaire, vos mains sont automatiquement contaminées. Donc, si vous lavez vos mains mais pas votre cellulaire, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment laver les deux. Puis, ne pas toucher le cellulaire pendant les heures de travail. Ça, c'est de toute façon, on n'est pas supposé utiliser le cellulaire pendant les heures de travail, donc on n'y touche pas. Mais pendant les pauses et tout ça, le lavage de mains est prioritaire, puis de laver son cellulaire une fois de temps en temps, ça aide aussi.
Donc, en plus des règles d'hygiène, il y a des règles de sécurité à respecter. Donc, on ne dépose pas ses effets personnels aux endroits là, dans le service alimentaire qui ne sont pas désignés exprès pour ça. On réserve aussi l'usage du cellulaire, comme j'ai dit, pendant les pauses et les repas. Il n'y a aucun cellulaire qui doit être branché dans la cuisine, donc sur aucune tablette, on doit avoir des faits personnels. On n'a pas le droit de consommer d'alcool et de drogue au travail. Et il vous faut aussi informer votre supérieur immédiat, là, soit l'assistant-chef ou le chef, des bris d'équipement pour assurer le bon fonctionnement de tout ça, le lave-vaisselle, n'importe quel équipement que vous utilisez. Et il faut que vous adoptiez des méthodes de travail sécuritaires. Donc ici, on voit des méthodes de travail sécuritaires pour l'utilisation, par exemple, des chariots ou de charges lourdes. Il faut vraiment pousser toujours le chariot, ne pas le tirer. Avoir les deux mains sur la barre, sur les deux barres de poussée de chaque côté, là. Les mains doivent être à la hauteur des coudes. Puis, il faut déplacer le chariot pour positionner les roues dans la direction du mouvement avant de commencer à pousser, parce que sinon, ça peut être difficile là, si les roues ne sont pas alignées dans la même direction qu'on veut aller. Donc, ça, c'est des trucs pour pousser les chariots. Puis, ici, on a les manutentions de charge sécuritaires pour réduire les efforts. Donc, quand on soulève des boîtes ou comme quand vous faites l'entreposage, par exemple, la réception des commandes de Cisco, par exemple, il y a beaucoup de boîtes et tout ça. Donc, il faut essayer de réduire au minimum la distance qu'on a à faire de déplacement. Donc, en utilisant un chariot. Il faut manipuler seulement une boîte à la fois. Puis si on est capable d'ouvrir la boîte, la séparer en plus petites charges, c'est l'idéal aussi. Avoir une posture neutre, ça veut dire d'avoir les pieds, quand on va lever la boîte, la charge, il faut avoir les pieds écartés, le dos droit, les épaules relâchées, les coudes près du corps. Donc, il faut vraiment saisir la charge le plus près de soi-même, l'appuyer sur son corps au complet, pas l'avoir à bout de bras. Avant de commencer à marcher, il faut orienter ses pieds. Les pieds sont orientés vers la boîte qu'on veut prendre. Après ça, on déplace les pieds vers où on veut le transporter. Et encore une fois, on déplace les pieds avant toujours de bouger. Donc, il faut déposer le plus rapidement possible la charge, la soulever le moins longtemps possible. Si on peut la rouler, la pivoter, la glisser, on fait ça, là, mais dans le service alimentaire, c'est plus rare. Puis, utiliser les équipements de manutention. Donc, normalement, on doit toujours avoir des chariots à disponibilité là, entre le quai ou la réception des marchandises et l'endroit où ce qu'on veut aller le déposer sur l'étagère dans les entreposages. Donc, bien qu'on veut fournir tout l'environnement sécuritaire, tous les outils nécessaires pour faire le travail sans se blesser, pour que vous adoptiez une méthode de travail sécuritaire, ben ça se peut là, qu'il y ait un accident qui survienne par inattention ou parce qu'il y a un équipement qui se brise et tout ça. Donc, sur l'ordinateur, le même ordinateur que vous allez voir votre horaire ou imprimer vos relevés de paye, bien, il y a un guichet là, DRH Cash sur lequel vous allez à l'onglet au carré santé, sécurité au travail. Et là, vous allez remplir un formulaire de déclaration d'un événement accidentel ou d'une situation à risque. Si un accident ou un incident survient, même si vous cognez quand même assez fort, mais que vous n'avez pas de douleur par la suite, c'est mieux d'aller remplir ce formulaire-là, advenant que vous ressentez quelque chose peut-être une journée plus tard et tout ça, c'est mieux de l'avoir rempli même si vous restez au travail et que vous êtes capable là, de travailler sans problème. Donc, quand vous cliquez sur le formulaire de déclaration, après ça, ça va vous demander est-ce que vous voulez déclarer un événement accidentel ou une situation à risque. Par exemple, si l'hiver, vous arrivez par l'entrée principale puis il y a une plaque de glace, vous pouvez aussi aller déclarer une situation à risque. Ça serait le triangle rouge comme ça. Si vous vous êtes cogné, vous êtes fait mal et là, ou vous êtes coupé,
par exemple avec un couteau, la déclaration d'un événement accidentel, vous pesez sur ce bouton-là, puis il va y avoir un formulaire à remplir. Vous le remplissez au complet et ce formulaire-là va se transférer après ça à votre chef ou à votre supérieur immédiat là, que vous allez rentrer vous-même le courriel et la personne va compléter de son côté par la suite. Donc, si on termine avec vos responsabilités, tout ce qu'on a mentionné fait partie là, du code de conduite, donc les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail, tout ce qu'on vient de voir, ça fait partie du code de conduite qui peut être affiché dans le service alimentaire. Il y a aussi votre responsabilité professionnelle sur les milieux de travail. Donc, évidemment, respecter votre horaire de travail, respecter les temps prévus pour les heures de pause, payer vos repas si vous mangez au service alimentaire. Aucun vol, évidemment, n'est toléré. Donc, même si vous travaillez dans le service alimentaire, si vous travaillez avec les aliments, vous devez jamais les consommer et vous devez les payer si vous à la cafétéria. Valider aussi la quantité des aliments servis auprès du cuisinier ou du supérieur, la qualité, désolé. Donc, de s'assurer que chaque aliment que vous allez servir, ben, la date d'expiration n'est pas dépassée, ça n'a pas traîné sur un comptoir alors que c'était supposé être dans un frigo. Donc, ça aussi, c'est votre responsabilité là, de s'assurer que les aliments peuvent être donnés sans danger. Respecter la confidentialité des informations. Donc, sur, par exemple, les menus, vous pouvez voir le nom du patient, son régime, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ses allergies. Donc, c'est toutes des choses dont on ne parle pas avec ses collègues ou avec n'importe qui parce qu'on ne sait pas, là, la personne, le patient, peut-être que c'est de la famille de quelqu'un. Donc, c'est toutes des informations qu'on ne doit pas divulguer. Finalement, il y a les règles de civilité et de respect qui s'appliquent en tout temps, de communiquer en français par exemple, avec ses collègues. On ne commence pas à parler une autre langue, même si son collègue parle la même langue que nous, parce qu'aux alentours, ça se peut qu'il y ait un collègue qui ne vous comprenne pas et qui puisse prendre mal une discussion en pensant qu'il y a un discours là, qui n'est pas adéquat. Il faut identifier aussi à son supérieur immédiat toutes les formes d'incivilité, de situations conflictuelles, de harcèlement ou de violence là, afin que ça ne se poursuive pas dans le temps. Et il faut contribuer par ses ajustements, ses actes et ses paroles à maintenir un climat de travail qui va être sain, harmonieux, empreint de civilité pour que ce soit agréable pour tout le monde de venir travailler. Donc, en lien avec les règles de civilité et de respect qui ont été élaborées pour les codes de conduite dans les services alimentaires, bien, on est parti évidemment d'une politique sur la promotion de la civilité et de la prévention du harcèlement, de la violence en milieu de travail, qui est rédigée par la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUS et qui peut ici, on va voir, dans le fond, la formation qui a été produite par le service de développement organisationnel du CIUS pour présenter cette politique-là. Donc, tout le monde doit être au courant et tout le monde doit appliquer là, ce qui va être dit au courant de cette présentation-là. Donc, la civilité au travail, ça peut avoir de l'air simple pour vous, mais c'est pas toujours aussi évident qu'on le croit là, à cause des différences dans notre éducation, dans notre religion, dans nos croyances. On peut avoir des comportements ou attitudes différentes que l'autre va interpréter vraiment pas comme vous le pensiez, en fonction de comment il a été élevé, de ses lunettes, de son paradigme. Donc, par exemple, si notre éducation, pour certains, sacré, ça fait partie du vocabulaire commun, ben pour d'autres, ça peut être vraiment offensant. Si quelqu'un vient d'une petite ou d'une grosse famille, selon la dynamique qu'on vivait, il y en a qui parlaient fort, alors c'était normal et habituel, mais pour d'autres, parler fort, ça peut être très agressant. Selon où on vient, la politesse, ça peut être de regarder dans les yeux, alors que pour d'autres personnes, ça peut être vraiment effronté de regarder dans les yeux directement. Ou, par exemple, croiser les bras, pour certains, ça peut signifier d'être attentif, alors que pour d'autres, ça peut signifier une posture de fermeture. Donc, vous pouvez certainement passer à peut-être d'autres exemples en fonction de votre nationalité, de votre religion, de votre éducation. Donc, ça peut être tous des moments où on peut froisser les autres sans même le vouloir, sans le savoir. Il faut être alerte à cette possibilité-là.
Puis on a parfois des façons aussi différentes de travailler avec musique, sans musique, en chantant, en dansant, dans les situations plus difficiles ou stressantes. Ça peut amener à répondre soit bête à quelqu'un, à refuser l'aide d'un collègue, à se moquer de quelqu'un, à s'isoler. Donc le climat de travail, ça peut être affecté, puis il y a beaucoup de conséquences là, qui en découlent. Donc ici, on montre des exemples de qu'est-ce que ça peut être la civilité. Ça peut être de ne pas faire circuler de rumeurs, d'éviter d'utiliser des produits qui sentent trop fort. Surtout dans le service alimentaire, on travaille tous les uns près des autres et il faut considérer que ça peut déranger les gens. Parler fort aussi dans les corridors. Il faut utiliser la courtoisie, les mots de politesse, là. Merci, je m'excuse, au revoir. C'est important de dire bonjour aux gens. Offrir son aide aussi, la collaboration dans le service alimentaire, c'est particulièrement vrai parce que ça se peut qu'une journée, vous ayez moins de portionnement, par exemple, ou de vaisselle à laver et que quelqu'un d'autre, ben, pour lui, la journée n'est pas plus courte et vous terminez avant. Donc, ça va être important d'offrir son aide, d'assurer une collaboration dans le service alimentaire pour pas qu'il y en ait qui fassent rien pendant qu'il y en a d'autres qui courent à essayer de respecter leur heure de travail. Répondre rapidement aux demandes ça peut être des usagers, ça peut être de vos collègues s'ils ont un besoin urgent. Gérer son trop-plein d'émotions, donc ça peut être de dire, d'expliquer que là, aujourd'hui, vous ne vous sentez pas bien, puis que si vous répondez pas, c'est pas parce que vous êtes fâché ou quoi que ce soit. Il faut l'expliquer à ses collègues qui vont se poser beaucoup de questions ou dire, j'ai besoin d'aller prendre une marche pour pas que ça explose là, pendant qu'on travaille dans son équipe de travail. Arriver préparé aux rencontres, ben, dans le service alimentaire, ça arrive peut-être un petit peu moins souvent, là. Donc, il faut adopter une attitude qui vise à ne pas porter atteinte à l'intégrité d'une autre personne. Se sentir respecté, sentir qu'on a sa place, qu'on est utile, qu'on est désirable. C'est vraiment tout le monde qui espère avoir ces émotions-là, se sentir comme ça. Le besoin de se faire respecter, de se faire respecter. De se respecter, oui, et de se faire respecter, c'est le même vraiment pour tout le monde, là. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Donc ici, on a des conséquences. Si quelqu'un manque de civilité dans son équipe, il peut avoir des graves conséquences. Ça affecte tout le moral des employés. Ça peut même faire en sorte là, qu'à cause de ça, il y a des employés qui veulent plus travailler dans une cuisine versus une autre. Ça affecte aussi l'efficacité de l'équipe. Tout est bien calculé comme un rouage là, dans le service alimentaire. Donc, s'il y en a une personne dans l'équipe qui est plus démoralisée ou fâchée, puis qu'il ne fait pas ses tâches adéquatement, mais ça peut affecter d'autres personnes là, dans l'horaire. Les pertes de temps, la productivité, même chose, la motivation des employés, l'absentéisme, les congés de maladie, le stress. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent engendrer du manque de personnel. Puis, quand on manque de personnel, il n'y a personne qui aime ça là, parce qu'il faut travailler des fois en double, faire du temps supplémentaire et ça peut augmenter aussi encore plus l'absentéisme. Donc, tout ça, c'est des conséquences là, d'un manque de civilité qui affecte énormément le bon fonctionnement du service alimentaire. Puis il n'y a pas de situation où le manque de respect est justifié. Même si le niveau de stress est à son plus haut point, il faut vraiment apprendre à le gérer puis s'organiser pour pas que ça affecte nos collègues de travail. Donc ici, on a un petit quiz. Donc vous allez répondre, je vais vous écouter la réponse, puis après je vais donner ma réponse. Donc, s'il y a un conflit qui est non géré, est-ce que ça peut mener à du harcèlement psychologique? Vrai ou faux? Alors, c'est vrai. Un conflit non géré, ça a tendance à s'envenimer davantage, à engendrer encore plus d'incivilité, de manifestations de colère. Il y a toujours une possibilité qu'un conflit non géré, ultimement, mène à du véritable harcèlement psychologique. Et c'est pourquoi il faut vraiment agir rapidement pour régler les différends. Donc, que ce soit vous qui agissez directement avec votre collègue, si ça ne se règle pas, d'en parler avec le supérieur média, que ce soit l'assistant-chef ou le chef de service alimentaire. Puis il faut que le chef intervienne rapidement. Numéro 2, ce que j'écris sur Facebook concernant un collègue de travail ne regarde pas mon employeur, c'est ma vie privée. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Effectivement, c'est faux. Donc, il s'agit de propos. Si vous écrivez des propos vexatoires, hostiles, qui nuisent au milieu de travail, le CIUS a le droit d'intervenir. Votre droit à la vie privée ne doit pas priver un employé de son droit à l'intégrité et sa dignité dans son milieu de travail. Donc, si c'est des propos élogieux, alors ça, c'est parfait. Ça fait partie de la reconnaissance. La politique s'applique à toutes les situations qui ont un lien avec le travail. Donc, que ce soit sur les lieux de travail, en dehors des lieux habituels de travail, lors des activités professionnelles, sociales reliées au travail, comme dans une formation, par exemple. Ça s'applique aussi lors de l'utilisation inappropriée des technologies de l'information, donc les réseaux sociaux, les blogs, les messages textes. Donc, on peut intervenir à ce moment-là. Le numéro 3, donc les dispositions de la politique de civilité ne s'appliquent pas aux cadres, aux médecins, aux stagiaires et aux bénévoles. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Et oui, c'est faux. Donc, ça s'applique à tous les salariés, qu'ils soient syndiqués ou non, et à tous les niveaux de la hiérarchie, y compris les cadres supérieurs. Donc, le harcèlement peut se manifester entre collègues, par des gestionnaires envers des employés, par des employés envers leurs supérieurs. Ça peut venir de l'extérieur de l'organisation, d'une seule personne ou d'un groupe. Alors, la politique vise toutes les personnes qui contribuent à la mission du CIUS. Le numéro 4, la responsabilité du climat de travail, c'est la responsabilité de mon gestionnaire et de l'employeur. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, donc c'est une responsabilité partagée. Chacun a un rôle à jouer en adoptant des comportements empreints de civilité, évidemment. Numéro 5, une seule conduite grave peut être considérée comme du harcèlement psychologique. Donc, oui, c'est vrai, si ça porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne, puis qu'elle peut avoir un impact durable, un impact négatif sur sa santé psychologique, par exemple, une attitude agressive et provocante, là, mais une seule qui peut affecter à long terme une personne. Donc, oui, ça va être considéré comme du harcèlement psychologique. Finalement, la 6e, des incivilités peuvent mener à une plainte de harcèlement. Donc, c'est vrai, si ça répond aux critères de la politique, il pourra avoir une enquête. Bravo, vous avez bien réussi le test. Donc, vos principales responsabilités, donc c'est de s'informer, s'impliquer, prendre sa part de responsabilité. Il faut prendre connaissance, premièrement, de la politique, ce qu'on fait actuellement. Il faut adopter des comportements de civilité et contribuer à un climat de travail sain. Si vous vivez un malaise, il faut se responsabiliser et le nommer à la personne euh, que son comportement fait vivre un malaise. Si ça ne s'arrête pas, il faut informer son supérieur immédiat advenant des incivilités répétées, des situations conflictuelles qui persistent dans le temps. Il faut aussi vraiment dénoncer toutes les situations de violence qui s'apparentent à du harcèlement psychologique. Même si ce n'est pas directement à vous, même si vous en êtes témoin, ça va être important de le dénoncer aussi. Donc, voici les différentes procédures à suivre en cas de différend avec quelqu'un. Donc, premièrement, ça va être l'étape 1 qui est la démarche individuelle. Donc, évidemment, on vous encourage à parler directement avec votre collègue de travail avec qui vous vivez un problème pour essayer de régler la situation rapidement, pas que ça dégénère. Donc, de dire rapidement que ça ne vous convient pas, puis que vous trouvez ça inapproprié. Puis peut-être que la personne, elle va comprendre tout de suite, puis qu'elle n'était même pas au courant, là, comme on disait, que ça pouvait vous affecter négativement. Si ça se poursuit, malgré que vous en parlez avec votre collègue, vous demandez du soutien auprès de votre supérieur immédiat. Ça peut être aussi dans un cas où que vous vous sentez vraiment pas à l'aise de parler à la personne. Donc là, vous pouvez demander immédiatement le soutien du supérieur immédiat. Puis là, le supérieur devrait aussi faire des démarches là, de rencontre avec la personne et vous pour voir si ça peut se régler rapidement, si on peut éviter là, d'aller plus loin. Sinon, si c'est très problématique, on peut faire une demande d'intervention au service de développement organisationnel du CIUS, donc qui fait partie de la direction des ressources humaines.
L'étape 4, ben, si c'est valide, si la situation est perçue là, vraiment comme une possibilité de harcèlement, il va y avoir une réception de la plainte, une analyse de recevabilité, puis il va y avoir vraiment une enquête là, de la part des ressources humaines. Donc, il faut vraiment que tout le monde fasse des efforts de part et d'autre pour ramener la relation sur des bases gagnantes. Il faut vraiment pas hésiter à venir voir votre supérieur immédiat pour demander de l'aide. Euh, il faut mentionner pourquoi vous voulez rencontrer votre supérieur immédiat. Est-ce que c'est pour dénoncer un comportement qui blesse? Est-ce que c'est pour juste ventiler puis en parler? Puis des fois, ça peut vous aider à remettre vos idées en ordre. Est-ce que c'est pour chercher des trucs, pour savoir comment discuter d'un sujet délicat avec un collègue? Donc, dans tous les cas, demandez-vous si vous êtes capable seul d'aller adresser dans le respect de la situation directement avec la personne concernée. Puis après ça, vous suivez les démarches là, à l'aide de votre supérieur immédiat. Donc, si vous avez des questions sur la politique de civilité en milieu de travail, on peut vous imprimer à partir de l'intranet la politique au complet ou même il y a des outils qu'on peut vous donner pour y faire face. Donc, ça, n'hésitez pas à les demander. Puis, dans le service alimentaire, ben, on a toujours le code de conduite qui peut être une référence si on se questionne à savoir est-ce qu'il y a des problématiques de civilité là, dans notre milieu, puis comment en parler avec son supérieur immédiat. Donc maintenant, maintenant qu'on a vu toutes vos responsabilités là, en tant que professionnel au travail, maintenant on va voir vraiment le fonctionnement dans le service alimentaire. Donc il y a plusieurs intervenants. Puis ici, chaque rôle va être vu en détail. Donc, il y a le vôtre ou possiblement comme employé du service alimentaire, soit que vous êtes préposé au service alimentaire, vous pouvez être caissière, caissier, vous pouvez être aide-cuisinier, vous pouvez être cuisinière, vous pouvez être chef d'équipe. Il y a des magasiniers dans certains centres. En fait, il y a juste IUGM qui est un magasinier qui est affilié directement avec le service alimentaire. Vous pouvez être technicien, technicienne en diététique, assistant-chef, technicienne en diététique. Puis, on a aussi, évidemment, les chefs de service, les chefs d'activité d'alimentation. C'est la même chose. Donc, on va voir le rôle de chacun. Je ne sais pas c'est quoi votre titre d'emploi pour lequel vous avez été embauché pour le CIUS, vu qu'on donne cette formation-là à tous les nouveaux employés. Donc, si c'est vous dont je parle, j'imagine que vous connaissez déjà votre rôle comme il faut, mais je les mentionne tous. Donc, le préposé au service alimentaire, c'est vraiment la base du fonctionnement du service alimentaire. Sans les préposés, ça fonctionnerait pas du tout, du tout, du tout. C'est le service directement au client qui en dépendrait. Donc, vous êtes sous la responsabilité du chef des activités d'alimentation ou son remplaçant, l'assistant-chef. Le préposé effectue un travail général là, qui va participer, par exemple, au portionnement des aliments, à l'assemblage des plateaux repas. Après ça, quand les plateaux repas reviennent des unités, bien, on va les débarrasser, on va laver la vaisselle. Puis, il faut toujours entretenir bien comme il faut son secteur d'activité. Donc, chaque surface de travail où on travaille, puis quand on a terminé, il faut la nettoyer parce que quelqu'un d'autre pourrait avoir à travailler à cet endroit-là. Donc, il ne faut pas laisser son endroit sale. Même chose, par exemple, pour les poignées de porte des frigos. Tous les endroits qu'on touche, qu'on utilise, il faut les nettoyer, particulièrement en ce moment avec l'état de COVID qu'on a. Vous parlez, les préposés peuvent aussi participer à la distribution des repas, donc soit aller porter les chariots sur l'unité de soins ou faire le service à la salle à manger pour la clientèle ou à la cafétéria, donc d'aider à la cafétéria, par exemple à l'IRGLM en réadaptation. Il y a vraiment un service personnalisé pour les usagers qui peuvent être handicapés pour ouvrir leur contenant et tout ça. Puis, il y a les préposés au service alimentaire qui peuvent aussi être caissiers ou caissières, donc dans certaines grosses cuisines, une grosse cafétéria, comme à l'hôpital Notre-Dame, à l'IUGM, à l'hôpital de Verdun, à l'Institut de réadaptation. Il va y avoir des caissiers comme titre d'emploi dans le service alimentaire.
Donc, si vous êtes aide cuisinier ou cuisinière, vous êtes aussi sous l'autorité des chefs du service alimentaire et ou de son représentant, l'assistant-chef. Puis, bien sûr, la nourriture aussi dépend, votre rôle est extrêmement important dans le service alimentaire pour assurer la préparation, la transformation, l'assaisonnement, la cuisson, le portionnement des aliments. Il faut aussi produire toutes ces quantités de nourriture-là dans des délais des fois serrés, avec des quantités précises, donc selon des plans de travail, des compilations qui vont être sorties au jour le jour avec le besoin réel des usagers qu'on va nourrir et de la cafétéria. Il faut le faire dans le respect des textures et des régimes demandés. Donc, la dernière section de cette formation-là, on adresse vraiment toute la théorie derrière les textures et les régimes. Puis, il faut le faire évidemment selon les standards de qualité, les normes d'hygiène et salubrité en vigueur. Ça, c'est essentiel pour assurer la sécurité des usagers. J'explique un peu ici le rôle du magasinier, mais il y en a vraiment juste un à l'UGM. Il y a certains sites qui en ont, mais ils ne sont pas dans le service alimentaire. Ils vont faire partie du département des approvisionnements, mais c'est quand même un intervenant là, dans le service alimentaire. Donc, il va être présent dans certains sites seulement pour faire les inventaires, les commandes de certains articles aliments et la réception des marchandises au quai, puis l'entreposage. Donc, comme je disais, à l'UGM, il est à temps complet pour le service alimentaire. Donc, c'est vraiment lui. Dans d'autres services, ça va être plus l'assistant-chef qui va faire ce rôle-là. Mais à l'UGM, c'est le magasinier qui fait les inventaires, les commandes, la réception, l'entreposage, la rotation et une certaine mise en place, là, comme la décongélation, que dans d'autres sites, ça va être fait plus par les cuisiniers. Donc maintenant, un peu en périphérie du service alimentaire, il y a la technicienne en diététique qui est vraiment au service de l'usager. Donc son rôle prioritaire, c'est d'aller passer du temps sur les unités pour rencontrer les usagers à leur admission, pour aller faire leur goût et aversion, pour voir à personnaliser leur menu, pour s'assurer qu'ils soient satisfaits, qu'ils mangent bien, puis qu'il y ait un bon séjour avec nous, les usagers. Donc, ils ont leur bureau Heu, peut-être dans le service alimentaire, mais idéalement en dehors du service, là, où ils vont recevoir les appels des unités de soins. Ils vont avoir leur ordinateur pour faire les modifications dans le logiciel de gestion de menu qui est WinVision et ils vont s'assurer, dans le fond, que quand le menu va être imprimé, il va être adéquat pour l'usager, il va contenir toutes les spécifications de l'usager. Puis, ils vont aussi s'assurer que les compilations pour la production des cuisiniers ou des préposés pour le portionnement correspondent vraiment à ce qu'on a de besoin cette journée-là, ce repas-là pour les usagers. Ici, c'est Carole, Carole Cusson, qui était la technicienne en diététique à Champlain, CHSLD Champlain, qui a pris sa retraite le 14 avril. Merci, Carole. Donc, les techniciennes en diététique, il peut avoir, je dis technicienne, hein, parce que c'est majorité féminine, mais il y en a aussi des hommes techniciens en diététique. Donc, il peut y en avoir deux rôles. Il y a la technicienne en diététique en nutrition clinique, comme je viens d'expliquer, qui va être dans tous les sites, sauf en centre jeunesse, qui va visiter les patients pour offrir des menus appréciés, qui va ajouter les menus selon les régimes, les prescriptions établis par les nutritionnistes et qui va assurer le respect des régimes et des textures en cuisine, puis elle peut prévoir aussi la substitution d'aliments aux besoins. Présentement, les techniciens en diététique, il y en a dans certains sites qui vont aussi participer à la courroie, donc pour la vérification des courroies, mais c'est un rôle là, de plus en plus qu'on va essayer de retirer dans le temps. Donc, à Champlain, là, il n'y a plus de techniciennes en diététique qui surveillent les courroies. Il y a un deuxième rôle que peuvent jouer les techniciennes en diététique, c'est d'être super utilisatrices. Donc ça, c'est un titre qu'on dit pour ceux qui vont faire vraiment la programmation des menus dans le logiciel WinVision. Les techniciennes en diététique super utilisatrices, il y en a deux présentement pour le SUS, pour le menu harmonisé, qui ont leur bureau à l'hôpital Notre-Dame. Donc, ils vont s'occuper de la gestion du logiciel de gestion du menu. Ils vont outiller aussi toutes les techniciennes en nutrition clinique pour s'ils ont des questions quand ils font la personnalisation des menus patients et aussi les assistants-chefs techniciennes dans les installations pour tout ce qui est commande, quota, inventaire et tout ça. Ils vont participer là, à développer des outils pour elles.
Et tout aussi pour les informations, quand on fait un changement de menu, quand on fait des changements de produits. Donc, c'est les superutilisatrices qui vont envoyer l'information aux techniciens et assistants-chefs dans les sites. Ça, c'est pour le menu harmonisé. Donc, le menu harmonisé, présentement, il est à l'hôpital Notre-Dame et dans la majorité des CHSLD, sauf Paul-Émile-Léger et Hôpital Chinois. Hôpital Chinois qui a son propre menu chinois. On est en train d'implanter le menu là, dans WinVision dans tous les sites. Il manque aussi IRGLM, la réadaptation. Il manque les centres jeunesse et Hôpital Verdun aussi, là, que présentement, ces sites-là ont soit des superutilisatrices pour eux qui sont libérées au besoin ou, par exemple, à l'hôpital chinois ou en centre jeunesse, il n'y a pas encore de logiciel informatique là, qui gère les menus. Mais en centre jeunesse, en fait, il n'y a pas de menu plateau, étant donné que c'est un service en cafétéria, il n'y a pas de régime, il n'y a pas de texture pour les jeunes, donc il y a moins besoin d'un un logiciel qui fait la gestion des menus des usagers. Donc maintenant, assistant-chef technicienne en diététique. Donc, c'est cette personne-là qui va remplacer le chef de service lors de ses absences. Donc, elle est vraiment présente sur le terrain quotidiennement ou dépendamment de la grosseur du site. Des fois, ça peut être 2 jours semaine, comme à Ernest Routier, c'est seulement 2 jours semaine. Et pour les très gros sites, il peut y en avoir 2 par jour aussi, comme IUGM. Il y a un assistant-chef technicien le matin, très tôt, et qui va finir, un autre qui va finir plus tard. Donc, ils vont s'assurer là, à faire tout le fonctionnement du service alimentaire, le bon déroulement des activités en collaborant à la planification, l'organisation des activités du service alimentaire en production, en distribution, puis en restauration aussi, là, dans les cas où il y a des grosses, des grosses cafétérias. Ils vont s'occuper de s'assurer que toutes les ressources matérielles fonctionnent, que le logiciel est bien programmé. C'est vraiment la personne référence pour tous les employés dans le service alimentaire, pour toutes les demandes au quotidien, les demandes de congés, les demandes d'uniformes, les demandes d'équipements brisés, tout ça. Donc, c'est ces personnes-là qui sont la première ressource essentielle sur le terrain à connaître. Donc, la majorité, vous devez déjà savoir qui est votre assistant-chef dans votre site parce qu'à la formation, à votre première journée, vous devrez l'avoir probablement rencontré. Maintenant, le chef des activités de l'alimentation ou le chef de service alimentaire va être sous l'autorité de la coordination des services alimentaires qui est Micheline Chama, donc la coordonnatrice. Les chefs vont planifier, coordonner, contrôler les activités relatives à la production, la distribution des repas aux résidents et au personnel, aux visiteurs. Ils vont s'assurer de faire appliquer les principes d'alimentation normale et thérapeutique, c'est-à-dire de traduire un peu ce que les nutritionnistes ont besoin en outils pour les techniciennes en diététique, par exemple. Ils vont faire appliquer les normes de qualité, d'hygiène, salubrité des aliments. Donc, s'il y a des programmes d'audit, de vérification à faire dans le service alimentaire par l'assistant-chef, par exemple. Il y a des réunions aussi à la coordination des services alimentaires pour établir vraiment la politique d'hygiène, salubrité et tout ça. Il va être responsable aussi de s'assurer d'avoir suffisamment de ressources humaines pour faire fonctionner le service alimentaire. S'il y a des équipements à changer à cause des bris, s'il y a des rénovations à faire, donc toute la planification des rénovations, puis aussi s'assurer de respecter évidemment nos budgets parce que c'est important. Donc ça, c'est vraiment toutes les intervenants dont je viens de parler sont tout en interrelation entre eux, là. Donc, tout le monde se parle, bien que l'assistant-chef peut être vraiment au cœur des discussions, mais vraiment tout le monde est en interaction pour assurer le fonctionnement du service alimentaire. Donc, que ce soit, comme dans le gris, c'est la coordination des services alimentaires, où on a justement des réunions de chefs de service qui vont faire en sorte que le chef de service, après ça, va appliquer les décisions de la coordination dans chacun des sites à l'aide des assistants-chefs, des cuisiniers ou des chefs d'équipe aussi. Je n'ai pas parlé des chefs d'équipe, mais dans certains sites, il y a des chefs d'équipe qui vont être plus responsables d'assurer aussi le fonctionnement un peu avec l'assistant-chef. Euh,
Donc, vraiment, tout le monde se parle. Ça peut être la technicienne en diététique qui personnalise les menus. Des usagers qui va aussi valider avec les préposés au service alimentaire que lors de la courroie, les plateaux sont bien montés, puis qu'il manque rien, qu'il n'y a pas eu de substitution. Donc, on va tout voir ça aussi vers la fin de la formation. Donc, voilà. Vous pouvez parler à tout le monde. Il n'y a pas de hiérarchie qui fait en sorte qu'on n'est pas accessible. Donc, ça, c'est les intervenants qu'on vient de voir, c'est ceux qui sont vraiment dans le service alimentaire, qui font partie du budget de la coordination des services alimentaires, si on veut. Mais il y a aussi, on a des interactions avec d'autres intervenants qui ne sont pas nécessairement sous notre supervision ou dans notre budget. Mais par exemple, la nutritionniste, qui est vraiment clinique, qui, elle, analyse le besoin des usagers, puis va prescrire les régimes. Puis, dans le fond, c'est un peu elle qui va faire en sorte que notre offre doit être adapté en fonction des besoins des usagers. Donc, on est vraiment à la coordination, toujours en contact avec les nutritionnistes pour s'assurer de fournir le bon produit que l'usager a besoin. Les nutritionnistes vont intervenir avec les techniciennes en diététique pratiquement tous les jours là, pour leur dire quoi mettre comme régime, comme texture euh, pour le patient. Les médecins vont aussi parler aux nutritionnistes ou vont parler aux soins infirmiers ou vont intervenir directement pour prescrire aussi des régimes probablement. Les soins infirmiers, ben, c'est les premières personnes qui sont en contact tous les jours avec l'usager. Donc, c'est vraiment eux qui connaissent très, très bien l'usager, qui savent s'il aime ça. C'est le préposé au bénéficiaire qui va servir le plateau repas à l'usager et qui va avoir le premier commentaire de l'usager qui va lui dire j'aime pas ça, je veux pas ça ou c'est très bon. Donc, souvent, il faut s'assurer d'une communication entre le préposé, les infirmiers et les techniciens en diététique pour faire les ajustements parce que la technicienne en diététique n'est pas nécessairement présente. Elle est vraiment pas présente tous les jours, là. Souvent, elle peut voir une personne hébergée, elle peut l'avoir une à deux fois par année. Donc, le PAB, lui, va vraiment à chaque repas. Donc, tout le monde, c'est ça, interagit ensemble. Et ça, c'est le côté clinique là, des intervenants qui vont nous dire un peu, finalement, qui vont dicter notre offre parce que c'est eux qui connaissent les besoins des usagers le mieux. Donc maintenant, on va passer vraiment aux activités quotidiennes du service alimentaire, donc toutes les actions qu'on fait dans le service, les menus et tout ça. Donc, probablement que vous les connaissez déjà si vous avez été formé dans le site ou que vous avez déjà travaillé. Donc, je vais passer peut-être vite sur certaines choses, mais si vous avez des questions, là, encore une fois, n'hésitez pas à les prendre en note pour poser à votre supérieur immédiat. Donc ça, oui, c'est petit, là, c'est une année complète de travail pour la planification des menus harmonisés dans le CIUS. Donc, ceux qui ne sont pas sur le menu harmonisé vont suivre un peu la même logique normalement. Donc, les super utilisatrices, c'est à la coordination des services alimentaires, en fait, on a un comité un comité opérationnel menu qui va suivre ce calendrier-là pour essayer de toujours arriver dans les temps pour programmer les menus. Donc, on a une évolution qui va être en juin, qui va être pour l'été. Souvent, on va changer le menu pour avoir des desserts plus frais, des fruits frais de saison, des salades au menu, tout ça. Puis, on a une évolution en octobre qui va être l'évolution d'hiver. Donc, on va mettre des mets plus traditionnels ragoût de boulettes, pâté à la viande, tourtière, tout ça, à ce moment-là. Puis, on en profite aux évolutions pour corriger des recettes, pour enlever les recettes qui ne sont pas appréciées, pour en ajouter aussi des nouvelles qui vont avoir été testés avec les usagers avant de les mettre au menu. Donc, c'est toutes nos périodes où on va planifier aussi de la standardisation avec des équipes de cuisiniers spécialisés qui vont travailler dans des cuisines, des plus grosses cuisines. Les plus grosses cuisines comme l'hôpital Notre-Dame ou l'IUGM vont avoir à certaines périodes des cuisiniers qui vont travailler pour développer des nouvelles recettes, puis qu'on va les faire goûter là, aux usagers par la suite. Puis
En vert, c'est tout ce que les assistants-chefs doivent respecter comme date pour avoir toute l'information que les super utilisatrices techniciennes doivent envoyer aux assistants-chefs sur le terrain pour changer le menu. Donc, il faut vraiment, c'est super important de respecter toutes ces dates-là. Puis, ben, pour les préposés au service alimentaire, souvent l'impact, ça va être de voir que là, vous avez plus de trucs à portionner ou que les desserts changent. Il faut changer la façon de travailler. Ça peut prendre plus de temps, moins de temps. Donc, les évolutions, ça peut changer quand même le travail du préposé au service alimentaire. Pour le cuisinier, mais ça change complètement les recettes. Il faut s'habituer à des nouvelles recettes. Dans le temps, ça peut devoir se réorganiser pendant un certain temps. Mais après ça, une fois qu'on est habitué, ben, ça peut rester quelques mois en place. Donc voilà, comme je disais, les impacts d'un changement de menu, ça peut être des changements de stock, d'emplacement d'entreposage, des aliments retirés ou à ajouter, des changements sur les compilations, des changements dans les agendas des cuisiniers. Bon, j'ai dit qu'il y avait 2 évolutions par année en fonction des saisons, mais il peut y en avoir une autre petite là, en avril, dépendamment si on veut faire certains ajustements au menu. Fait que des fois, il peut y avoir des changements en avril aussi. Donc ça, c'est un exemple d'une semaine du menu cyclique évolutif de 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment, je le répète, là, pour le menu harmonisé. Donc, Hôpital Verdun n'a pas encore ce menu-là. IRGLM et Centre Jeunesse non plus. C'est pas le même cycle de menu nécessairement. En Centre Jeunesse, je pense que c'est 8 semaines. Donc, c'est vraiment pour le menu harmonisé que c'est un cycle de 3 semaines. Et ça, c'est l'exemple du menu qu'on va afficher sur les unités de soins pour la semaine au complet. On met des petites étoiles à ce que les, les usagers préfèrent. Puis on met aussi le petit V pour dire que c'est une option végétarienne. En rouge, c'est les changements, dans le fond, qu'on veut montrer qu'on fait entre l'évolution d'hiver et l'évolution d'été. Fait que ça, c'est un menu plus consultation. Une fois qu'il est affiché à l'étage, là, tout devient en noir. On va aussi installer sur chaque unité de soins les affichages au jour le jour de qu'est-ce qui est le repas aujourd'hui, du dîner et du souper. Donc ça, c'est le personnel des soins qui vont faire ce changement-là à chaque jour pour que les patients puissent voir qu'est-ce qu'ils vont manger euh, au quotidien. Donc, pour arriver à faire en sorte que, on fasse des évolutions de menu puis que le patient puisse manger, évidemment, il faut que toutes les activités se déroulent adéquatement, donc en approvisionnement avec nos fournisseurs, après ça, en production avec les cuisiniers et en distribution avec les préposés aux services alimentaires. Donc, quand la nourriture arrive, ça peut être un préposé au service alimentaire qui fait la réception et l'entreposage. Ça peut être un cuisinier, ça peut être un cuisinier, ça peut être aussi le magasinier à l'IGM. Donc, il va y avoir euh, plusieurs intervenants qui vont participer à l'entreposage dans les chambres froides, les chambres congelées, dans les réserves aussi de non périssables. Donc, mais pour n'importe quel aliment, le truc les plus importants à retenir, c'est vraiment la rotation. Donc, de s'assurer de mettre à l'avant la date qui va expirer le plus rapidement. Donc, il faut le faire avec n'importe quel aliment, même le non périssable, que c'est dans 6 mois, par exemple, la date d'expiration, il faut quand même le mettre à l'avant là, pour ne pas l'oublier. Puis voilà. Donc, après ça, dans la préparation des aliments, bien, premièrement, c'est sûr que le manipulateur des aliments doit vraiment s'assurer de respecter les mesures d'hygiène et salubrité des aliments dans son portionnement. On a aussi les échelles qui doivent être organisées d'une certaine façon. Donc, on ne peut pas mettre les aliments n'importe où. Il faut les mettre en fonction de l'emplacement qui est désigné. Puis, des fois, c'est même identifié sur les échelles exactement où mettre quel aliment pour que quand on fait les courroies d'assemblage des plateaux, il y ait le moins d'erreurs possible. Donc, il faut essayer de toujours mettre aux mêmes endroits et portionner de la même façon. Et dans le portionnement, il faut aussi utiliser les bons
les bons ustensiles de portionnement, puis couper correctement les gâteaux, par exemple. Donc, on va fournir des outils visuels, des gabarits, puis les outils pour couper et portionner, qui vont permettre d'avoir des portions égales d'une personne à l'autre. Puis la mise en place à la courroie, comme je disais, c'est une fois qu'on a tout portionné à l'avance. Des fois, on le portionne le matin pour la courroie du dîner ou ça peut être la veille pour le déjeuner. Donc, tout va être placé dans les échelles. Puis à la courroie, on va venir s'installer pour que ce soit facile et rapide d'identifier entre ce qui est écrit sur le menu et ce qu'on a sur les échelles et ce qu'on a à mettre. Donc ça, vous en avez certainement vu, c'est l'outil de travail numéro un pour faire son portionnement et placer le tout dans les échelles. Donc, il faut vérifier vraiment qu'on met la bonne quantité euh, à portionner selon le poste. On a des feuilles aussi de vérification courroie qui vont être implantées peu à peu dans tous les sites. Donc ça, c'est une fois que la courroie va commencer, la personne en poste va avoir une feuille et doit valider chaque aliment qu'elle va devoir mettre sur les plateaux au courant de la courroie. Donc, s'il manque quelque chose, il faut le savoir avant que la courroie commence pour éviter qu'il y ait des arrêts pendant la courroie ou pour éviter que vous ayez à vous poser une question sur ben, qu'est-ce que je mets, j'en ai pas. Donc, ça, c'est des questions qu'il faut poser avant la courroie à la technicienne en diététique. Puis, pour être sûr de pouvoir se poser ces questions-là, ben, il faut passer son poste avec sa feuille de vérification courroie et de valider on a tout bien pour que la courroie fonctionne et qu'on puisse mettre tous les aliments dans les plateaux des usagers. Donc, si vous ne l'avez pas vu, le rapport de vérification en début de courroie, c'est que ça va s'en venir éventuellement. Donc, ça, c'est des exemples de courroies d'assemblage des plateaux. On a l'exemple à gauche qui est de IRGLM, qui est une courroie lean, B-lean qu'on appelle. Donc, les plateaux n'avancent pas seuls sur une courroie mécanique. C'est vraiment les employés qui prennent le plateau, mettent leurs choses qu'ils ont dedans, puis après ça, l'employé à côté, ben, il pousse un peu le plateau, puis l'employé à côté va le tirer et va mettre ce qu'il a besoin à son tour. Donc, ça peut être plus facile là, de préparer les plateaux comme ça parce que ça va vraiment au rythme des personnes versus à droite. La courroie, c'est l'exemple à Champlain. Donc, elle avance toute seule et les gens sont de chaque côté de la courroie et vont mettre ce qu'ils ont à leur poste. Ça, c'est un exemple d'affiche qu'on peut retrouver là, dans le service alimentaire pour montrer quand vous avez la feuille de compilation, vous devez avoir aussi la portion qui doit être servie. Et ça fait référence à quel outil de portionnement utiliser en fonction de la portion qui va être inscrite sur la feuille de compilation. C'est super important de respecter les bons outils de portionnement parce que ça va vraiment déterminer la quantité que l'usager va manger. Puis des fois, dans certains régimes, c'est calculé les grosseurs de portions. Fait que si c'est écrit une demi-portion, puis que vous mettez une portion complète, soit que c'est parce qu'il n'y a pas faim puis qu'on va en jeter la moitié, donc on a du gaspillage qu'on veut essayer de réduire, ou soit que ça a été calculé dans son régime, puis que s'il y a une portion complète, ben là, ça va tout débalancer avec ses médicaments, son régime. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir le bon outil de portionnement à la courroie et quand on portionne aussi à l'avance là, dans des contenants individuels. À la courroie aussi, ça va être important de s'assurer que les plateaux sont montés de la bonne façon. Ça nous permet aussi d'avoir un outil visuel là, pour voir si on a oublié quelque chose. Il y a différents types de plateaux. Ici, c'en est deux types, donc celui de l'IRGLM et celui de CHSLD Champlain qui a encore la vaisselle qui tend à être toute changée éventuellement quand on a des chariots chauffants. Alors, c'est plus le type de plateau comme beige, comme à IRGLM, qui a une distinction, il y a une séparation dans le milieu entre les aliments froids et le côté chaud versus comme à Champlain ou dans d'autres sites, il n'y a pas de séparation et là, c'est plus facilement, les aliments transfèrent plus facilement la chaleur
vers les aliments froids. Fait qu'on essaie quand même de séparer le chaud vers le haut dans ce cas-ci avec le breuvage chaud, la soupe et l'assiette principale, puis de mettre plus bas le dessert, le breuvage froid, le lait, pour pas que ça touche le chaud. Donc, ça va dépendre de site en site. Vous allez avoir la majorité du temps des affiches qui vont montrer comment le monter. Donc, sur le site où vous êtes, vous n'avez pas encore les chariots chauffants. Ça, c'est un exemple toujours de l'IRGLM, l'Institut d'adaptation. Donc, les chariots repas ont un côté chaud, un côté froid. Ça va être identifié la majorité du temps dans le haut du chariot avec soit des petits flocons de neige en bleu, soit des soleils en rouge. Et quand on rentre le plateau, l'affaire qu'on veut pas faire, c'est se tromper de côté. Parce qu'une fois que c'est parti et que ça chauffe, on va s'en rendre compte juste une fois que ça arrive à l'unité de soins et que les soins infirmiers, les PAB, vont prendre les plateaux pour les servir aux patients et que là, toute l'assiette va être froide et tout le gâteau va être fondu parce qu'il va avoir été chauffé. Donc, ça peut arriver, mais c'est vraiment la chose qu'on veut pas qu'il se passe parce que là, il faut recommencer tous les plateaux de tout l'étage et souvent, on n'a pas la nourriture. Ben, des fois, ils vont chauffer la majorité du temps l'assiette qui est froide, ils vont la réchauffer au micro-ondes, là. Mais il faut recommencer les desserts et les breuvages. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut qu'il arrive. Donc, quand vous travaillez avec ces types de chariots-là, ces types de plateaux-là. Alors, quand vous êtes au bout de la courroie, vous êtes responsable de le mettre dans le bon sens dans le chariot. Euh, une responsabilité très lourde et très importante. Dans les services alimentaires, la majorité sont en liaison chaude. Il y en a certains qui sont en liaison froide. Donc, la liaison froide, il y en a à l'IUGM, à Ernest Routier et à Jean de Lalande. Donc, les cuisiniers vont produire à l'avance, des fois même jusqu'à 3 jours à l'avance. Les repas vont être refroidis rapidement après la production. Ça va être refroidi en vrac, soit dans des sacs, dans des bassins comme les soupes, les sauces, soit dans des pannes, comme le pâté chinois, par exemple, il va être mis dans des cellules de refroidissement rapide. Et quand on fait la courroie d'assemblage, tous les aliments sont froids. Donc, il faut, à l'IUGM, par exemple, étant donné que les courroies sont longues parce que c'est un très gros site qui a beaucoup d'usagers, les courroies sont très longues, alors l'espace doit être réfrigéré. Donc, où on fait la courroie, c'est maintenu là, normalement vers 10 degrés Celsius. Donc, il faut mettre des manteaux, des polars, des tucs, des fois des gants pour faire la courroie parce que c'est quand même froid à cet endroit-là. Euh, Ça, c'est pour maintenir la salubrité des aliments, là, pour pas perdre la chaîne froide. Conserver toujours la température des aliments adéquate. Après ça, une fois que les plateaux sont montés, mais dans les chariots, il va y avoir la rethermalisation et ça va redonner la température de service requise aux aliments juste avant le service à l'usager, dans le fond. Donc, c'est production chaude, refroidissement rapide, courroie, rethermalisation dans les chariots, puis service aux patients. Alors que tous les autres sites, c'est vraiment en liaison chaude. Donc, les cuisiniers travaillent le matin pour faire le dîner et après pour faire le souper. Donc, sont vraiment en live. Excusez l'anglicisme. Et ils vont produire le repas chaud, on va faire la courroie et on va servir à l'usager. Dans la liaison chaude, il peut avoir quand même des chariots chauffants, mais ça va seulement donner un petit boost de température avant le service pour s'assurer que les aliments sont à la bonne température de service. Quand on a des chariots qui ne sont pas chauffants, la courroie se fait avec le repas chaud, mais le temps d'aller faire le service, ça se peut que la nourriture là, soit plus assez chaude. Puis souvent, on va avoir des plaintes dans les sites où il y a encore des chariots qui sont pas chauffants. Donc, on essaie d'avoir des chariots chauffants partout là, pour donner le petit boost pour que quand on le sert, ça soit la température parfaite de service. Donc, comme je mentionnais, dans certains gros sites, il y a des cafétérias avec des caisses. Ça, c'est l'exemple ici de l'IRGLM. Donc, quand vous allez travailler dans un service comme ça, qui a une caisse, ça se peut que vous ayez la formation de caissier là, pour tout voir comment ça fonctionne. C'est pas tout le monde qui a cette formation-là, c'est vraiment ceux qui vont travailler plus souvent à la caisse.
Puis finalement, la dernière activité, mais non la moindre, c'est vraiment la laverie et la plonge. Donc, toutes les lave-vaisselle va revenir éventuellement, que ce soit de la vaisselle, de la production, des pannes, des grosses pannes et tout ça. Il faut utiliser la plonge et des fois, comme à l'UGM, il y a un lave-vaisselle réservé pour la plonge, mais la majorité, là, ça va être le même lave-vaisselle. Il ne faut pas passer les pannes qu'il y a énormément de cochonneries dans le lave-vaisselle parce qu'il faut vraiment le frotter à la plonge avant. Et tous les produits de savon, il y a une autre formation qui est la formation Simdut qui explique vraiment quel savon utiliser dans quelles circonstances. Donc ça va être vu aussi éventuellement lorsque vous allez recevoir cette formation-là, si vous ne l'avez pas déjà eu. Donc, c'est même temps le temps de vous prendre une petite pause là, si ça vous tente, parce que après ça, on passe à la section des régimes et ça va être une section théorique assez complexe. Donc, si vous voulez prendre une petite pause, c'est le temps. Donc, maintenant, on entre dans une partie très théorique qui va vous aider à comprendre pourquoi votre rôle est super important, que vous devez respecter les recettes, que vous devez respecter les menus qu'on sert aux usagers. C'est entre autres parce qu'il y a des régimes qui sont prescrits par la nutritionniste. Il y a des textures et consistances pour aider les personnes dysphagiques à mieux avaler. Donc, on va voir c'est quoi. Et tout ça permet d'assurer la sécurité des usagers pendant qu'ils mangent. Donc, si vous avez des questions, c'est une partie vraiment importante. Donc, prenez-les en note, puis vous pouvez nous écrire là, si jamais vous n'avez pas les réponses auprès du chef de service. Donc, quand vous êtes à la courroie puis que vous préparez les repas, que vous préparez, c'est-à-dire les plateaux repas, il y a un coupon repas qui peut ressembler à celui-là ou être un peu différent, dépendamment des sites. Là, ceux qui n'ont pas le même logiciel, le coupon peut être un peu différent. Mais normalement, on retrouve les mêmes informations, soit le nom du patient, le numéro de chambre, le nom du site, du CHSLD ou de l'autre site. La date du jour avec quel repas, dîner ou souper, déjeuner. Avec ici, c'est écrit vendredi 3. Ça veut dire que c'est le troisième vendredi du menu cyclique de 3 semaines. Donc, on va recommencer la semaine 1 par la suite. Vous avez la liste des aliments à mettre sur le plateau qui vont être placés normalement en ordre, le même ordre que les postes à la courroie. Donc, un poste qui a à mettre quelque chose devrait retrouver tous ces aliments là, un sous l'autre pour faciliter la lecture du menu. Puis, en dessous, ben, encore la répétition du nom du patient, du numéro de chambre, parce que ce coupon-là sert aussi aux préposés aux bénéficiaires qui vont servir le plateau repas pour lire le nom de l'usager, s'assurer qu'ils servent le bon plateau à la bonne personne. Donc, dans le haut du menu ou en dessous du nom du patient, on va aussi voir la diète et les allergies. La diète étant les régimes. Donc, vous avez dans le menu harmonisé dans WinVision, on a une programmation là, d'au-dessus de 40 à 60 régimes différents que les nutritionnistes vont mettre ou les médecins, dépendamment de la condition de l'usager. Puis aussi, on va mettre ses allergies. Donc, œufs, volailles dans ce cas-ci. Et quand on met une allergie, on a le logo qui va sortir comme ça, un triangle avec un point d'exclamation, écrit allergie alimentaire en dessous. C'est pour pouvoir attirer l'attention des préposés aux services alimentaires à la courroie. C'est sûr que chaque menu est important, puis chaque aliment doit être respecté. Vous devez respecter ce qui est écrit sur les plateaux repas pour tout le monde, là. Mais les allergies, étant donné que c'est vraiment critique pour la sécurité de l'usager, ben, on rajoute en plus un logo comme ça euh, pour, euh, pour attirer encore plus l'attention. C'est pas tout le monde qui l'a encore, là. On a des petits problèmes avec le logiciel dans certains sites. Donc, éventuellement, là, si vous ne l'avez pas vu, éventuellement, ça va apparaître sur tous les menus. Donc, quand il y a une allergie qui est inscrite, euh, l'importance de respecter, de mettre qu'est-ce qui est au menu, comme ici, c'est les boulettes de bœuf et légumes, c'est parce que si jamais l'autre choix, c'était la quiche,
par exemple. Si vous vous trompez puis que vous mettez la quiche, bien évidemment, une allergie aux œufs, le patient peut recevoir ça. Ça ne veut pas dire que oui, le préposé aux bénéficiaires qui sert le plateau est supposé aussi valider que ce qui sert, c'est bien ce qui est écrit sur le plateau, le menu. Mais il pourrait avoir, par exemple, une inattention puis que le patient en mange et là, il y aurait des conséquences pouvant aller très graves, là, pouvant être très graves. Et normalement, on va recevoir là, un rapport d'incident, le même qu'on a parlé plus tôt. Les soins vont remplir un rapport d'accident et il va falloir faire l'enquête pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, toujours ici sur le coupon repas, vous allez pouvoir voir aussi que des fois, les textures vont être indiquées ici. Une texture, c'est pour les solides, on va le voir tantôt, puis il peut avoir aussi les liquides épaissis. Donc, ça peut être la texture purée dans ce cas-ci. La liquide épaissie, c'est des liquides miel qui est indiqué ici. Mais là, il va y avoir un autre logo qui va apparaître dans le haut. Donc, ce patient-là, pas très chanceux peut-être, donc est en texture purée, boit des liquides épaissis et en plus a des allergies aux fruits de mer, aux olives et aux poissons. Donc, il y a les deux logos qui vont apparaître sur ce menu-là. Tandis que ceux qui ont juste texture, ils vont avoir le premier logo du haut et pas les allergies. Donc, quand on a les deux, ben, c'est un patient énormément à risque là, si jamais on se trompe dans ce qu'on lui met dans son plateau. Donc déjà, avec les informations que je vous ai données, vous pouvez voir qu'on ne peut pas prendre la chance de faire une substitution sur ce qui est écrit sur les menus. Si vous êtes à la courroie, qu'il n'y a pas de technicienne, qu'il n'y a pas d'assistante chef, puis qu'il vous manque quelque chose, vous ne devez rien mettre dans le plateau repas. Il faut vraiment avoir une technicienne ou un assistant chef qui va nous indiquer que c'est correct de faire la substitution là, d'un aliment et il faut l'avoir validé idéalement avant la courroie. Donc, plutôt, je parlais du fait qu'on a des rapports de vérification pré-courroie. Donc, ces rapports-là nous permettent de vérifier si on a tout ce qu'il faut pour se préparer à la courroie, puis poser les questions à la technicienne, l'assistante chef, avant que la courroie débute. Si on n'a pas de technicienne ou d'assistante chef sur le terrain, puis qu'on a des questions, alors là, il faut absolument communiquer. Chaque site a un autre site qui va couvrir. Donc, il faut composer le numéro de téléphone de l'assistante chef ou de la technicienne qui assure la couverture du site pour avoir réponse à ces questions avant que la courroie commence pour ne pas faire de substitution. Et si on n'a pas les réponses puis que la courroie débute, alors on ne met rien dans le plateau. On laisse le plateau vide partir à l'étage. Puis quand les soins vont appeler, parce qu'inévitablement, ils vont dire, ben coudonc, il me manque quelque chose dans le plateau, vous devrez avoir eu le temps là, de valider avec une technicienne assistante-chef la substitution. Si les soins vous appellent puis vous dites, écoutez, moi, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas pu avoir de réponse de la technicienne ou de l'assistante-chef, je sais pas quoi mettre en fonction de ses régimes et ses textures et ses allergies, ben les soins infirmiers, à la limite, pourraient vous dire quoi mettre dans le plateau, là, mais il faudrait que ça soit une infirmière, puis ça serait en dernier recours. Donc là, on va aller plus en détail dans ce que c'est les régimes, les intolérances, les allergies. Donc, on a vu que c'était inscrit sur le coupon repas, puis que chaque aliment peut avoir un impact si on ne fait pas attention. Ce qui est important de dire, c'est que sur le coupon repas, c'est pas juste la technicienne qui a mis des éléments, là, c'est le logiciel qui a fait des choix en fonction de ce qu'on aura programmé. Donc, les supervisatrices techniciennes vont avoir programmé dans le logiciel chaque aliment en fonction du régime, des allergies et aussi des aversions des gens. Donc, si quelqu'un n'aime pas les champignons, les mets qui ont des champignons ne vont pas sortir sur les menus de ces usagers-là. Donc, déjà, c'est le logiciel où il y a peu de risque d'erreur. Le risque d'erreur est si la supervisatrice a mal programmé et ça, il y a plusieurs vérifications qui sont faites là, à ce niveau-là. Donc, on va voir si vous connaissez des régimes et leur signification, juste pour voir à quel point c'est complexe quand même, puis qu'on ne peut pas prendre de décision sans consulter.
Donc, un des régimes assez populaires, là, c'est le régime sans salière. Le régime sans salière, dans le fond, ça permet de contrôler un peu les gens qui font de la haute pression. Les gens qui font de la haute pression, c'est important de le contrôler parce que, ultimement, là, si c'est mal géré, on peut arriver à faire des AVC. Fait qu'un exemple d'erreur qui pourrait survenir, qui serait dommageable pour le client qui a ce régime-là, c'est de rajouter, par exemple, un sachet de sel. Le sachet de sel est très, très, très commun dans la majorité des plateaux là, qui n'ont pas ce régime-là. Donc, ça peut être facile, si vous êtes à ce poste-là, de juste en mettre à chaque fois, à chaque plateau, mais à ce moment-là, ça ne sera pas écrit sur le plateau repas sur le coupon repas de ces personnes-là. Fait qu'il ne faut pas en mettre. Autre chose, si on remplace, par exemple, on n'a plus de pain de légumineuse, alors je vais mettre la viande fumée à la place. Mais la viande fumée est très, très, très salée, donc évidemment, il n'y a pas le droit de l'avoir. Finalement, pour les cuisiniers qui préparent les recettes, ben à ce moment-là, si on ne suit pas la recette est calculée, les valeurs nutritives sont validées, on les a programmées en fonction de leurs valeurs nutritives. Donc, dès qu'on change un ingrédient dans la recette, ça peut vraiment modifier la quantité de sel. Ça peut être le sel directement, mais on peut mettre plus de bases de bouillon, par exemple, ou des bases de sauce commerciales. Donc ça augmente énormément le contenu en sel et c'est des erreurs à ne pas commettre. Maintenant, si on prend l'exemple du régime riche en protéines et en énergie, ce régime-là va être prescrit. Il y a beaucoup d'usagers en CHSLD là, qui vont l'avoir parce que les personnes âgées, normalement, mangent moins. Alors, ils ont plus de risques d'être dénutris, amaigris à cause justement de leur faible consommation d'aliments. Puis là, ils peuvent perdre leurs muscles. Et ça peut faire en sorte de diminuer l'autonomie puis l'immunité. Ils peuvent aussi être plus fragiles là, quand ils tombent, ils peuvent se briser les os plus facilement. Et étant donné qu'ils n'ont pas beaucoup faim, bien, on veut s'assurer que chaque bouchée qu'ils vont manger va avoir un concentré plus élevé de calories puis de protéines. Donc, on va enrichir la nourriture. Puis un exemple d'erreur importante qui pourrait faire en sorte qu'on ne respecte pas ce régime-là, c'est de mettre les soupes crème, les soupes régulières au lieu de la soupe crème enrichie. Fait que dans la soupe crème enrichie, on va rajouter de la poudre de lait, on va rajouter de la crème et ça va faire en sorte que la soupe contient plus de calories par bouchée et de protéines aussi. Donc, voilà. Maintenant, un régime assez complexe là, qui va être pour des patients qui ont des problèmes avec leurs reins. C'est le restreint en potassium. Le K, c'est pour potassium. Le P, c'est pour phosphore et protéines. Donc, c'est tout restreint pour avoir un apport contrôlé en potassium, en phosphore et en protéines pour protéger les reins. Ou on a aussi le régime qui s'appelle hémodialyse parce que ces régimes-là, c'est trois régimes différents, là, potassium, phosphore, protéines, mais on peut les combiner tous ensemble là, pour les patients hémodialysés. Donc, l'hémodialyse, c'est la photo que vous voyez. C'est un patient que ses reins ne font plus du tout la filtration de son sang et les déchets doivent être éliminés par une filtration externe sur une machine là, qui fait le même rôle que ses reins. Donc, on va réduire les déchets liés au potassium, au phosphore puis aux acides aminés des protéines. Parce que si on a ces déchets-là dans le sang en très grande quantité, ça peut mener à un arrêt cardiaque. Donc, c'est très important pour ces patients-là d'avoir une quantité contrôlée de ces nutriments-là, puis on ne sait pas toujours quels aliments ont du phosphore, quels aliments ont du potassium. Donc, par exemple, les erreurs importantes, ça serait de remplacer le porc à la grecque par les fèves aux tomates, parce que dans les tomates, il y a énormément de potassium. Si on remplace aussi la pomme par une orange ou une banane, ça contient aussi plus de potassium. Fait qu'on ne peut pas faire cette substitution-là à la courroie. Si on ajoute, pour les cuisiniers, par exemple, si on ajoute du lait dans une recette qui n'en contient pas normalement, alors on vient augmenter la quantité de phosphore. Puis même si la recette en contient un peu, peut-être qu'on a calculé qu'il n'y avait pas il y avait assez de phosphore pour que ça puisse passer à la diète restreinte en phosphore, mais que si vous l'augmentez à ce moment-là, là,
ça dépasserait les balises, donc ça ne marcherait plus. L'autre chose aussi que je disais plutôt, de respecter les outils de portionnement. Donc, si on écrit qu'on met une demi-portion puis que vous mettez une portion complète, ben peut-être la demi-portion, elle servait à éviter de donner trop de protéines à l'usager. Donc, là, en servant une portion complète, ben, ça va augmenter les protéines puis ça va surcharger là, les reins. Donc ça, c'était des exemples de régimes, mais comme je disais, il y en a vraiment énormément de régimes différents. On les a pas tous vus ici. Donc là, on va passer à la dysphagie, les textures et consistances. Donc, c'est quoi la dysphagie? Si vous voyez sur les photos en rouge, ça démontre que il y a une personne qui avale des granules, si on veut, là, des petites bouchées, puis il y a de la misère à contrôler sa bouchée. Donc, elle s'éparpille partout dans sa bouche, puis il y a de la misère à la contrôler, ça va se diriger vers les poumons. Donc, il y a une partie qui va rentrer dans les poumons, alors qu'il y a une partie qui va continuer normalement dans l'œsophage pour aller à l'estomac. Donc, la partie d'aliment qui rentre dans les poumons, bien là, ça va faire une infection pulmonaire et ça peut faire une pneumonie. Puis, les personnes âgées peuvent avoir ou les personnes malades peuvent avoir une immunité diminuée. Donc, ça peut vraiment occasionner une pneumonie qui peut mener jusqu'à la mort. Donc, il faut contrôler la façon que l'aliment est contrôlé par la personne dans sa bouche. On veut l'aider finalement à contrôler sa bouchée. Donc, ici, en vert, on va voir que ce qu'on va faire sur les aliments, les épaissir ou les hacher ou les mettre en purée, va faire en sorte que ça va se tenir mieux en une seule bouchée, qui va être plus capable de la contrôler parce qu'elle est plus grosse et que ça va passer en un seul morceau dans le bon trou finalement dans l'œsophage. Donc, la dysphagie, c'est vraiment la difficulté à mastiquer ou à avaler. Ça peut être occasionné par un AVC, de l'Alzheimer, un cancer, une malformation de la gorge ou juste le vieillissement. Puis, ça peut s'appliquer, la dysphagie, là, ça peut être une dysphagie seulement aux aliments, donc aux aliments solides, ou même seulement au breuvage ou les deux. Ben, vous avez ici, dans le fond, en texte, ce que je viens de dire. Donc, ça peut causer la dysphagie, ça peut causer la malnutrition parce que les gens, en fait, vont peut-être des fois diminuer leurs apports étant donné qu'ils s'étouffent trop souvent avec la nourriture. Puis, ils n'aiment pas ça, donc ils vont moins manger. Euh, Ça peut être causé, oui, c'est ça, je pense que j'ai tout dit ça. Donc, si on a une dysphagie au solide, on va avoir des textures modifiées que les nutritionnistes vont prescrire. Donc, la texture régulière, c'est tout le monde là, qui n'a pas de dysphagie. La texture tendre, alors là, c'est facile à mastiquer, mais il n'y a aucun morceau dur. Puis, ça ne va pas coller aux dents. La texture coupée, dans le fond, c'est plus pour les gens là, qui peuvent pas couper leurs aliments. C'est pas nécessairement une dysphagie. Ça peut être juste un trouble là, pas capable de couper ses aliments, donc avec ses bras ou ses mains. Donc, couper, là, c'est pas nécessairement en lien avec la dysphagie, mais peut-être aussi pour aider à faciliter là, les apports. La texture molle, c'est une texture qui s'écrase au palais avec la langue. On n'a pas besoin de couteau. Il n'y a aucun morceau dur. Ça colle peu ou pas aux dents. Donc, pour classifier les différents aliments en fonction de est-ce que c'est tendre, est-ce que c'est molle, est-ce que c'est régulier, alors c'est les nutritionnistes qui déterminent ça en goûtant aux aliments. Donc, l'exemple que je donnerai ici là, pour vous donner une idée, c'est que la lasagne va passer au régulier avec le gratin. Sauf que c'est parce que le fromage devient un peu dur, élastique et ça colle aux dents. Mais si on la fait sans gratin, ça serait permis à la texture molle parce que normalement, on va faire en sorte que les pâtes ne deviennent pas dures puis qu'il y a assez de sauce là, pour que ça, ça, ça reste assez humide. On poursuit avec les textures solides, mais c'est des textures modifiées. Donc, à ce moment-là, on va prendre le mets régulier qu'on va hacher.
Et pour le hacher, donc les cuisiniers vont savoir quel outil utiliser? Normalement, c'est le robot coupe. On va acheter des morceaux de moins de 5 millimètres ou on peut avoir des mets entiers là, qui ne seront pas hachés à moins de 5 millimètres, mais qui sont très, très mous, comme l'omelette, le poisson poché et certaines boulettes vont passer directement à la texture hachée sans avoir à être modifiées. La texture hachée fait en sorte que ça s'écrase facilement dans le palais avec la langue. Il n'y a pas de liquide qui va se séparer de l'aliment. Il ne va pas coller aux dents. Il ne sera pas sec. Il ne va pas s'éparpiller dans l'assiette et dans la bouche. Comme on a vu, si ça s'éparpille, ça peut faire des morceaux qui rentrent dans le mauvais trou, alors qu'une seule bouchée, c'est ce qu'on souhaite. C'est pour ça aussi qu'on ne veut pas qu'il y ait de liquide qui se sépare de l'aliment. Quand on le sert dans l'assiette, normalement, il va être servi en boule qui s'affaisse un peu. Ça, c'est le cas quand c'est en liaison chaude, parce que c'est sûr, si vous êtes en liaison froide, comme à l'UGM, et que vous servez une boule, elle ne va pas bouger, là. Normalement, elle va rester intacte parce que c'est froid. Mais dès qu'elle va se réchauffer, elle va s'affaisser un petit peu. Puis c'est servi toujours avec de la sauce pour que ça coule mieux dans la gorge et que ça ne colle pas aux dents. Il faut faire attention à la courroie quand ça peut faire longtemps que la panne, par exemple, de hacher reste dans le réchaud, puis ça forme une croûte séchée à la surface. Il faut l'enlever. Faut pas la brasser puis que ça se retrouve dans les aliments. Donc, il faut enlever la croûte séchée à la surface et on le sert normalement avec un manipulateur là, comme les boules de crème glacée pour s'assurer de respecter la portion, la grosseur de portion, puis pour que ça soit beau aussi dans l'assiette. Et finalement, la dernière texture, c'est la purée. Donc, la purée, un peu comme le haché, va se servir au manipulateur, puis on va vouloir que une boule qui se serre puis qui s'affaisse juste un peu, puis elle va être servie aussi avec la sauce. Donc, la différence là, avec le haché, c'est qu'il faut que ça soit vraiment lisse, aucun petit morceau et qu'on n'a pas de mastication requise du tout. Donc, le reste, c'est pareil, là, il n'y a pas de liquide qui doit se séparer de la purée. Puis, il faut faire attention aussi d'enlever la croûte séchée s'il y en a une à la surface des pannes là, pour pas que ça se mélange dedans parce que ça va former des morceaux. Donc, la purée doit vraiment être lisse. Dès qu'on sent des petits morceaux, là, la technicienne en diététique, souvent, elle va aller déguster après que le cuisinier a fini la production, puis elle va aller goûter pour s'assurer que, il y a aucun petit morceau, puis elle pourrait demander au cuisinier de repasser la purée, au robot pour, enlever, tout morceau. Donc, dans les services alimentaires, il y a toute cette affiche-là là, qui seraient normalement affichées proche du poste de production pour que les cuisiniers ou aides-cuisiniers, vous puissiez faire une auto-évaluation là, de vos textures, voir si elles sont appropriées. Donc, c'est tout ce que je viens de dire, c'est sur cette affiche-là que vous allez le retrouver. Puis, ça, ça, ça vous permet de faire une auto-évaluation. Puis, si jamais il y a des problématiques, la technicienne ou l'assistante chef peut faire des audits de vérification de qualité de la texture pour faire un suivi à ce sujet-là. Mais au moins, ça, c'est une référence qui est disponible dans le site en tout temps. Maintenant, on a parlé qu'il y avait de la dysphagie au solide, mais il y a aussi la dysphagie au liquide. Donc, la consistance doit être modifiée pour éviter les aspirations, les étouffements et les pneumonies là, liées avec l'aspiration. Donc, les liquides épaissis, il y en a différents types dans le service alimentaire. On essaye de les acheter tous pré-épaissis, des fois pré-portionnés, des fois c'est des litres à portionner. Puis des fois, on n'a pas le choix, il faut les épaissir nous-mêmes, comme le jus de tomate ou le thé, le café. Ça ne s'achète pas déjà épaissi. Alors là, on va utiliser le Thicken Up Clear pour épaissir. L'épaississement peut se faire à la cuisine comme elle peut se faire aussi à l'étage. C'est sûr, c'est moins sécuritaire parce que quand on épaissit avec la poudre, les recettes qui sont sur le contenant de poudre ne sont pas précises au point qu'on aimerait pour assurer la texture adéquate. Donc, si je vous montre ici les différentes textures, pas textures, je dis textures, mais c'est consistances. Donc, les consistances épaissies, on a de légèrement épais à très épais. Donc, 6,0, c'est comme de l'eau. Numéro 2, c'est épais un peu comme un nectar. La soupe crème ou le gruau doivent tout le temps avoir cette consistance-là.
Donc, imaginez un peu un jus nectar, là. C'est un petit peu plus épais que de l'eau claire. Le numéro 3, ça serait modérément épais. Mais là, ça peut se boire au verre, mais pas à la paille. Donc, c'est comme si on buvait un peu du miel. Ben, c'est trop épais pour passer dans la paille, mais ça coule lentement au verre. Et c'est ça qu'on veut aussi, que ça coule pas trop vite. Le numéro 4, ça serait le très épais, puis c'est un peu comme du pudding. Donc, ça, on ne peut pas les acheter tout fait. Ces consistances-là, pudding, il faut vraiment les épaissir à la cuisine. Donc, pour identifier les liquides épaissis à la courroie et sur les compilations, il va y avoir les noms suivants qui vont être inscrits. Donc, il va toujours avoir le numéro en premier, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4. Ensuite, ça va être écrit épaissi, puis ça va être écrit la sorte et la saveur. Donc, par exemple, si on a du jus de pomme épaissi, ça va être écrit sur le menu numéro 3, épaissi, jus de pomme, pour vraiment distinguer là, le jus de pomme régulier clair de celui qui est numéro 3, épaissi. On met toujours la priorité devant le nom à ce qui est le plus important à respecter. Même chose, café ou eau citronnée, par exemple, numéro 2, épaissi, eau citronnée. Donc, il faut toujours donner exactement le bon numéro qui est écrit sur le menu et le contenant, d'où l'importance là, pour les sites qui vont portionner des liquides épaissis dans des petits contenants ou pour les liquides qui sont épaissis en cuisine. Ça va être super important de bien identifier avec le numéro sur le couvercle des verres pour pas faire d'erreur à la courroie. Donc, un liquide trop clair, si c'est donné à un usager, bien, ça va vraiment pouvoir aller, ça va dans le mauvais trou, puis ça peut créer une aspiration, donc un étouffement et possiblement des pneumonies. Donc, ici, on a l'exemple là, des liquides épaissis qui sont produits par la sonde et c'est ceux qu'on a. Donc, soit en 1 litre qu'il faut portionner ou soit en petits verres là, qu'on achète préportionnés. Donc, une des autres choses qu'on a concernant les régimes, c'est les suppléments. Donc, il y a beaucoup de sortes de suppléments différents. Vous allez probablement voir plus les Ensure parce que c'est ceux-là qu'on a à contrat, mais des fois, ça peut changer de compagnie. On a les Ensure Compact, qui est une plus petite bouteille qu'on n'a pas besoin de portionner, versus des fois, il va falloir portionner des bouteilles d'Ensure parce que pour s'assurer qu'il y ait moins de gaspillage ou parce que le besoin de l'usager est une plus petite quantité. Les ressources 2.0, ça peut être des trucs qui sont fournis aussi en vrac, en litres, sur l'unité de soins. On a aussi des fois les puddings, là, dans le fond, ceux qui peuvent pas boire un supplément parce qu'ils sont en consistance pudding. Ça, c'est le très, très épais. Ils peuvent avoir des Ensure pudding ou des pudding boost. Puis, il y a différentes saveurs et c'est important de respecter, dans le fond, la saveur qui est sur le menu parce que ça se peut qu'un usager n'aime pas du tout la saveur, par exemple, au chocolat ou à la vanille, alors qu'il veut seulement de la fraise. Donc, on a vraiment validé avec la personne ses goûts et préférences. Puis il ne faut pas se mélanger entre les suppléments non plus. Un glucernant, c'est vraiment une formule qui est dédiée pour les diabétiques, donc il y a moins de sucre. Le Ensure régulier a moins de calories ou de protéines a moins de calories que l'Ensure Plus, par exemple, ou moins de protéines que l'Ensure hyper protéinée. Donc, il faut vraiment s'assurer de donner le bon supplément en fonction de ce qui est écrit sur le menu. L'exemple aussi du Népro. Le Népro, c'est pour les maladies rénales. Donc, la quantité qu'il y a à l'intérieur est vraiment conçue pour ceux qui ont des problèmes de reins. Les suppléments qu'on a vus, là, il est en bouteille préportionnée, donc c'est des trucs à boire avec des saveurs, mais il y en a qui ne peuvent pas manger du tout par la bouche. Donc là, on va avoir les sacs de suppléments qui sont de la nutrition entérale qu'on appelle, qui va partir là, directement, qui va être donné aux patients directement, soit par la bouche, soit directement dans l'estomac, soit directement dans l'intestin. Puis chaque formule, là, comme ici, on a du Complete
ou du isosource, les deux images, vraiment une formule différente, là. C'est comme un repas différent avec des protéines, des glucides et des lipides là, qui sont calculés pour chaque type de besoin de l'usager. Donc, ces sacs-là, normalement, on va les monter soit une fois par semaine ou dépendamment du besoin, on va les monter directement aux soins, puis c'est eux qui vont s'occuper là, de le changer à l'usager. Donc, tout ce qu'on vient de vous montrer, dans le fond, c'est encore une fois pour démontrer l'importance primordiale là, que ça a de ne pas substituer aucun aliment, que ce soit les suppléments ou les jus, les liquides épaissis, les jus, les sortes de jus. On a vu là, qu'ils pouvaient avoir une conséquence qu'on ne connaît pas nécessairement quand on fait juste lire le menu, que ce soit au goût et aversion de l'usager, mais aussi et plus sérieusement au niveau des textures et des régimes qui sont prescrits. Donc, la technicienne en diététique, l'assistante chef, c'est seulement ces personnes-là qui peuvent vous indiquer si on fait une substitution à un produit. Puis même s'ils vous l'ont dit une fois, ça peut être pour un patient, ça ne sera pas toujours la même substitution pour les autres patients. Donc, il ne faut jamais le faire, même si on pense que oui, oui, elle me l'a dit une fois, c'est par ça qu'on a remplacé. Mais peut-être que là, ça ne sera plus le cas, dépendamment du patient. Donc, c'est vraiment important de valider puis de suivre qu'est-ce qui est écrit sur le menu. Si jamais on fait une erreur sur le menu, ben là, c'est là qu'on va demander aux soins de remplir un formulaire de déclaration d'un événement accidentel ou d'une situation à risque. Dans le fond, si l'usager a reçu un aliment, par exemple, il a reçu une texture régulière alors qu'il était texture purée, mais il ne l'a pas mangé, donc on va remplir une déclaration de situation à risque. Alors que s'il l'a mangé, il s'est étouffé, ben là, c'est grave, on va remplir la déclaration d'un événement accidentel. C'est vraiment les soins, en fait, qui vont remplir ce rapport-là. Et nous, on va le recevoir au service alimentaire. Le chef de service va le recevoir via les soins et on va faire notre enquête là, pour voir ce qui s'est passé et pour essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Donc, normalement, on va essayer de ne pas se rendre à remplir ce rapport d'événement à risque. Et c'est pour ça qu'on vous donne la formation aujourd'hui, puis qu'on met en place plusieurs outils là, pour éviter qu'il y ait des erreurs à la courroie. Donc, la dernière section de cette formation, c'est les stations visuelles. Dans le fond, on va vous expliquer c'est quoi une station visuelle. Chaque site devrait normalement en avoir une et l'animer à chaque semaine. Ça se peut que ça se fasse de façon différente d'un site à l'autre, avec support visuel ou pas. Donc, c'est un outil qui va nous aider à assurer la qualité et la conformité au quotidien dans nos activités. Donc ici, on peut voir qu'une station visuelle, ça aide vraiment à l'amélioration continue du service. Donc, on va constater, dans le fond, une problématique. On va essayer de la mesurer, de voir c'est quoi, pourquoi il y a cette problématique-là, de trouver une solution pour améliorer, pour faire en sorte que la problématique ne survienne plus. Si c'est un gros problème, des fois, il faut faire un plan d'action qui peut être fait par plusieurs intervenants, soit les chefs de service, l'assistant-chef, avec les préposés, les cuisiniers, tout ça, la technicienne. Donc, on va faire un plan, puis on va le mettre en place à l'aide de l'équipe là, sur le terrain. Puis après ça, une fois qu'on l'a mis en place, ben, on va à nouveau mesurer pour s'assurer qu'on a réglé des problématiques et que la même problématique ne survient plus. Si on a trouvé la bonne solution, elle devrait plus revenir. Et là, possiblement, ben, on va voir une autre problématique et on va continuer à l'améliorer. Donc, c'est vraiment, ça sert à identifier les problématiques, la station visuelle. Quand on fait la station visuelle, on a toujours ce modèle-là qui va être affiché en haut parce qu'il faut prendre toutes les décisions en fonction du point de vue du client. Donc, on met l'usager au centre de nos décisions. Donc, à chaque fois que vous vivez un problème, la solution doit faire en sorte de soit améliorer l'expérience patient, soit améliorer les communications avec les soins qui ont un lien direct avec le patient, etc. Donc, c'est vraiment le point de vue du client qu'il faut prendre en considération dans toutes nos discussions qu'on a quand on fait de l'amélioration continue. Donc, ça, c'est le modèle qualité-performance du CIUS là, qui, au-dessus de chaque station visuelle, là, les stations visuelles, il y en a dans tous les départements, autant à la direction générale que
au niveau des directions de Tulsius, des différents services aussi. Donc, c'est le même modèle pour tout le monde. Donc, ici, on a un exemple de la station visuelle de l'IRGLM. Donc, on a une section là, qui va être plus communication pour toutes les dernières nouvelles, une section qui va être plus pour l'analyse des effectifs, comment on se sent, est-ce que ça va bien, on a-tu des problèmes à certains postes et tout ça. On a la section La Bulle là, qui va être l'endroit où ce qu'on va mettre les post-it de, de suggestions de problématiques. Puis après ça, on a les outils pour classifier les problématiques en fonction de notre capacité à les gérer. Donc, est-ce qu'on a assez de temps puis de personnel pour trouver les solutions? Est-ce qu'il faut faire des achats? Comment qu'on peut régler ça? Est-ce que c'est juste une petite réunion de service ou une note de service? Puis, on va les classer là, par date et par personne responsable pour s'occuper de cette problématique-là. Et on a toujours un espace pour les bons coups dans l'étoile. Donc, quand on veut remercier un collègue de travail ou mentionner quelque chose qui a été fait, qui a été un bon coup de quelqu'un, on le met ici parce que c'est important aussi de pas juste souligner les problèmes. Oui, cette station visuelle-là, c'est pour faire de l'amélioration continue, mais c'est aussi le temps là, de souligner quand quelqu'un fait un excellent travail ou a bien collaboré dans l'équipe. Ça fait du bien aussi de considérer les bons coups. Donc, les règles de base pour le fonctionnement d'une station visuelle, c'est pas toujours le chef ou l'assistant-chef qui va animer la station visuelle. Ça peut être un employé aussi, parce que on suit ce qui est écrit sur le tableau, les étapes, puis on fait juste lire ce qui est écrit sur les post-it, et c'est l'équipe là, qui travaille ensemble pour faire avancer la station. C'est une personne à la fois qui doit parler et on reste respectueux envers toutes les suggestions et les commentaires des gens. Les commentaires doivent demeurer optimistes et flexibles aussi là, pour participer à l'amélioration continue. Il faut quand même avoir une ouverture d'esprit, être compréhensif, se mettre dans la peau des fois des autres, même si nous, on ne vit pas la problématique. Il faut être à l'écoute, puis savoir trouver des solutions, pas juste pour nous, mais pour tout le monde, pour faire avancer l'amélioration continue, toujours en lien avec le meilleur service au client, qui est notre vrai nord, qu'on appelle dans le CIUS. Donc, il faut vraiment identifier les problèmes à la source, anticiper, résoudre les problèmes en continu. Donc, c'est pour ça qu'on a des stations visuelles à chaque semaine, parce qu'il y a toujours des problèmes, même s'ils sont petits ou gros. Faut pas hésiter à soumettre ses idées d'amélioration. C'est vous qui êtes sur le terrain, qui voyez les problématiques. Les chefs les connaissent pas toujours, les problématiques. Donc, si sont pas mentionnés, mis dans la bulle rouge là, comme une opportunité d'amélioration, ben peut-être que ça sera jamais réglé, puis que ça va continuer à être un problème pour vous. Puis, une fois qu'on a trouvé à la station visuelle, on en a discuté en groupe, on a trouvé une solution, ben il faut pas, faut participer dans le fond dans l'implantation des solutions pour être sûr que ça fonctionne bien, puis être proactif là, si on veut toujours améliorer le service. Il y a une section dans la station visuelle qui s'appelle Suivi des indicateurs. Donc, c'est un peu un endroit où on va mettre des chiffres qui nous disent si ça va bien ou pas dans le service. Donc, on peut mettre des chiffres sur le budget, on peut mettre des chiffres sur la présence au travail, par exemple. Ici, c'est un exemple d'indicateur pour assurer que les plateaux sont conformes. Donc, s'il n'y a pas de technicienne à la courroie, on va faire des audits de conformité plateau. Donc, on va vérifier quelques plateaux là, pendant la courroie, puis à l'étage. Puis, on va faire une compilation des résultats. Donc, si c'est non conforme, le plateau, par exemple, si la portion n'était pas de la bonne grosseur, si l'apparence du mets était vraiment négligée, donc on a mal mis les choses dans l'assiette,
Si la texture c'était pas la bonne, la consistance, si tous les aliments étaient pas là, ben, on va mettre des non-conformités. Puis le nombre de non-conformités, ça va nous donner un chiffre. Donc, par exemple, si on a atteint 95%, c'est ce qu'on vise en tout temps dans nos services alimentaires, d'avoir 95% de conforme. Bon, ce chiffre-là pourrait être affiché à la station visuelle pour faire un suivi, là, admettons, la courroie du dîner, vous avez eu un score de 80%. Pourquoi? On explique un peu pourquoi, puis il faut s'améliorer absolument pour pas qu'il y ait des non-conformités dans les plateaux comme ça. Donc ça, c'est un exemple d'indicateur qu'on peut avoir dans la station visuelle. Ici, c'est un autre exemple de station visuelle dans le CHSLD Jean de Lalande. Donc, vous voyez, c'est un peu le même principe, là, l'affichage en haut du modèle qualité-performance pour jamais oublier que c'est en fonction de l'usager qu'on prend nos décisions. Puis ici, dans le milieu, il y a le Gantt de tous les postes par heure, qui fait quoi. Donc, c'est une belle référence là, pour les personnes qui veulent voir qui fait quoi dans la journée. Puis ici, il y a quand même beaucoup de post-it multicolores là, de suggestions d'amélioration. Donc là, maintenant, eux, il reste à les classifier dans les tableaux pour dire quelle date on peut régler quoi, puis comment. Et on a aussi des bons coups qui ont été affichés ici. Donc, on ne sait pas c'est quoi qui est écrit par contre, mais ça doit être positif. Donc, le dernier projet qui peut être suivi aussi en station visuelle, c'est un projet de compassion pour améliorer l'expérience client dans le CIUS et ça s'appelle De tout cœur avec vous. On met en place ce programme-là dans les CHSLD et les autres, tous les établissements du CIUS parce que il y a des usagers qui avaient mentionné que selon leur expérience, là, suite à leur présence dans notre CIUS, qui pouvaient avoir des petites problématiques au niveau de l'approche des employés envers les usagers, de la qualité de la relation, de la communication qu'on a avec les usagers, le partenariat aussi avec les proches, la famille de la personne qui est hospitalisée ou hébergée, qui pouvaient avoir aussi des problématiques en lien avec les relations avec l'ensemble du personnel qui sont pas assez imprégnées d'attitudes chaleureuses, accueillantes et bienveillantes. Donc, ce qu'ils disent, les usagers, c'est que le personnel s'est trop souvent centré sur la tâche, n'offre pas de service humanisé, ne nous connaît pas assez et n'offre pas une attention particulière en dehors de la tâche prévue. Bon, c'est pas tous les usagers, mais c'est selon un groupe de discussion là, qui a mené à se dire qu'on devait mettre en place un projet comme de tout cœur avec vous pour améliorer ces aspects-là là, de relations interpersonnelles. Donc, le but du programme, c'est qu'on ait plus de compassion et d'empathie. Et ça, c'est pas juste envers les usagers, c'est aussi envers le personnel et tout ça. Ça a des effets bénéfiques pour tout le monde. Donc, les usagers deviennent plus confiants dans les soins, ils vont plus collaborer, plus satisfaits des soins et ultimement, ils vont avoir une meilleure santé puis un meilleur bien-être. Puis, quand on a cette approche-là avec le personnel puis les médecins, mais tout le monde est plus satisfait au travail, moins stressé, moins de risques d'épuisement. Puis l'expérience usagée puis l'expérience employée, c'est vraiment deux ingrédients indissociables pour favoriser un bon climat organisationnel. Donc voilà, ça fait beaucoup d'informations. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez compris l'importance de pourquoi chaque point est adressé ici. Si vous avez trouvé certaines sections peu adéquates, vous allez pouvoir m'écrire juste à la prochaine diapo. Je vous ai donné les informations pour m'écrire. Mais sinon, votre chef de service là, pourra certainement répondre à la majorité des questions en lien avec vraiment votre site spécifique où vous êtes formé. Donc, si vous avez des commentaires et des suggestions sur la formation, mais vous pouvez quand même nous écrire à service S avec un S alimentaire avec un S, .ccsmtl et ou nous laisser un message aussi sur la boîte vocale de la coordination des services alimentaires. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir écouté ma voix pendant je ne sais pas combien de temps encore, mais c'était long et j'espère que vous avez apprécié et bonne chance dans votre emploi avec nous. Bonne journée.